Hola a todos, j'espère que vous allez bien pour commencer. Bon, moi je suis encore un petit peu malade, c'est pour ça que la vidéo ne sort qu'aujourd'hui parce que je pouvais pas la tourner avant, j'avais plus de voix, mais littéralement. Et l'histoire d'aujourd'hui est extrêmement choquante, elle a soulevé le pays, ça se passe en Irak. Les photos de la victime ont circulé sur les réseaux, dans la presse, donc autant vous dire que les gens étaient en rage et je vais pas pouvoir vous mettre les photos dans la vidéo, forcément, sinon la vidéo va sauter ou elle va être démonétisée. Mais si vous voulez aller regarder ce qu'a subi la victime, vous pourrez le faire sur internet. Âme sensible s'abstenir. L'affaire s'est tout récemment déroulée en Irak, dans le faubourg d'Al-Shula à Bagdad. La famille Mohsin vit dans le quartier d'Al-Khatib. Walay Abdel Hussein Mohsin est le père de famille. Il fait partie des forces de l'ordre et il est marié à Sarah Kaïs Hamid, avec laquelle il a 2 fils. Ahmed, qui est né en 2012, et Moussa en 2015. Peu après la naissance de Moussa, la relation entre Sarah et Walay se dégrade. D'un point de vue extérieur, la famille Mohsin semble unie. Sarah s'occupe de ses enfants, tandis que Walay travaille. Mais entre les 4 murs de la maison, la vie de famille a complètement éclaté. Lorsque Sarah et Walay se disputent, Walay frappe son épouse. Sarah a épousé Walay lorsqu'elle était très jeune, c'est pas un mariage d'amour, ni pour l'un ni pour l'autre. Walay et elle ne se sont jamais entendus, mais lorsqu'après la naissance de Moussa, Walay a commencé à se montrer violent avec elle, Sarah a décidé de mettre un stop. La violence physique au sein de son couple, c'est quelque chose qu'elle n'accepte pas. Donc au cours de l'année 2017, elle demande le divorce et sa décision est irrévocable. Sarah entame des démarches qui sont assez particulières, elles sont propres à l'Irak, c'est-à-dire qu'elle renonce à la pension alimentaire, elle renonce à la maison. La seule chose qu'elle demande, c'est la garde de ses fils. Et en octobre 2017, elle obtient le divorce avec ses conditions. Sarah retourne vivre chez ses parents avec ses 2 fils. Walay travaille énormément. Comme je vous l'ai dit, il travaille dans les forces de l'ordre, donc il est amené à se déplacer très souvent. Donc cette solution le facilite d'une certaine façon et il voit ses fils quand il le souhaite, puisque c'est une sorte de divorce à l'amiable qu'ils ont signé. Donc lorsqu'il veut voir ses fils, qu'il veut les prendre les week-ends, Sarah les lui donne sans aucun problème. Donc pour tous les deux, le principe de la séparation a été correctement vécu. Quelques mois après son divorce, Walay rencontre Hadra El Janabi. C'est une jeune femme de 29 ans qui veut se marier et qui veut fonder son foyer. Et c'est précisément ce que Walay recherche. Il se marie et très rapidement, Hadra donne naissance à 2 enfants, un garçon et une fille, dont l'identité a été cachée par les autorités irakiennes pour des raisons de sécurité. Et en parallèle, la relation de Walay avec son ex-femme Sarah commence à se détériorer peu après son mariage. Au départ, comme je vous l'ai dit, ils ont tous les deux signé un divorce à l'amiable qui stipule que c'est Sarah qui a la garde de ses 2 fils et que Walay a un droit de visite, il peut également les prendre les week-ends pour passer du temps avec eux. Et Walay était parfaitement d'accord avec les conditions de ce divorce. Mais une fois qu'il s'est marié avec Hadra, il a décidé que finalement, ses 2 fils devaient vivre avec lui et sa nouvelle épouse. Autant vous dire que ça donne lieu à des disputes récurrentes entre Walay et son ex-femme, puisque très régulièrement, il la contacte pour lui dire que bientôt, leurs fils devront vivre avec lui et sa nouvelle épouse. Et Sarah refuse, parce que c'est pas ce qui a été décidé, et puis elle considère que ces 2 garçons n'ont pas à être élevés par une autre femme, alors qu'elle peut s'en occuper. Mais Walay est déterminé à récupérer ses 2 fils, coûte que coûte. En 2020, il achète un lot de terrain afin d'y faire construire une habitation familiale. Le but de cet investissement, c'est de loger sa nouvelle famille qu'il a fondée avec Hadra, ainsi que ses 2 fils. Les 2 années qui suivent, les travaux prennent énormément de temps puisqu'il y a du retard à cause de la pandémie mondiale et finalement la maison est construite. Et durant ce temps, Walay continue de voir ses fils ponctuellement. Il va les voir chez son ex-femme, il les prend de temps à autre pour qu'ils passent des week-ends avec lui. En octobre 2022, Walay récupère ses 2 fils chez son ex-femme Sarah pour qu'ils passent le week-end de chez lui, comme ils le font habituellement. Et Ahmed et Moussa disent au revoir à leur maman, à leurs grands-parents. Et ils vont passer le week-end chez leur papa, avec leur belle-mère Hadra et leur demi-frère et leur demi-sœur. Les jours passent et Sarah n'a pas de nouvelles de son ex-mari. Il ne l'appelle pas pour lui dire à quel moment il redéposera les garçons chez elle. Sarah s'inquiète, elle tente de le joindre par téléphone à plusieurs reprises. Pas de réponse. Elle finit par la voir au bout de quelques jours et elle lui dit « Écoute, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as toujours pas ramené les garçons? Pourquoi tu réponds pas au téléphone quand je t'appelle ?» Et là, Walay lui répond que dorénavant, Ahmed et Moussa vivront avec lui et sa nouvelle épouse. D'ailleurs, il fait remarquer à Sarah que ses fils n'ont plus besoin d'elle puisqu'ils ont une nouvelle maman, Hadra.
clairement, c'est la situation que Sarah redoutait. Depuis quelque temps, il était de plus en plus insistant pour avoir la garde de leurs 2 fils. Et pour elle, c'est inconcevable. Elle peut s'occuper de ses garçons. Elle a la garde de ses garçons, c'est officiel. Donc elle tente de lui parler. Elle lui dit, écoute, pourquoi tu veux faire ça? Nos garçons sont très heureux avec moi et mes parents. Ils ont leurs habitudes. Là, tu vas les chambouler inutilement. Et il y a un autre point également qui tourne dans la tête de Sarah. C'est qu'à plusieurs reprises, quand Moussa et Ahmed sont rentrés de chez leur père par le passé, elle a remarqué des hématomes sur leur corps. Et quand elle leur demandait ce qu'il s'était passé, ses 2 fils lui disaient que leur belle-mère les avait frappés. Et ça, Sarah a du mal à l'accepter. Donc de se dire que ces 2 garçons vont carrément aller vivre chez leur père et leur belle-mère qui les frappe, c'est quelque chose d'inconcevable. Donc elle tente de le raisonner, mais Walaï a pris sa décision. Ses fils resteront avec lui. Sarah se rend aussitôt au commissariat de police pour déposer plainte contre son ex-mari pour enlèvement et violation du droit de garde. Et le jour même, des policiers se rendent au domicile de Walaï. Et étrangement, quand il voit les policiers, Walaï ne tient plus du tout le même discours. Il s'agit d'un terrible malentendu. Oui, c'est vrai, ils ont eu une petite dispute avec son ex-femme, mais il ne lui a jamais dit qu'il comptait garder les enfants. Il compte les lui ramener à la fin de la journée. Les policiers parlent avec lui, mais ils disent bon, ok, ils repartent. Walaï rappelle Sarah et il lui dit que si elle dépose une nouvelle fois plainte contre lui, il n'hésitera pas à tuer leurs 2 garçons avec son arme de service. Il lui dit écoute, c'est simple. Maintenant, les garçons sont chez moi. Ils ont une maman, ma femme, Adra. Ils ont leur petit frère, leur petite sœur. Ils n'ont plus besoin de toi. Si tu rappelles encore une fois, si tu tentes encore une seule fois de ramener des policiers chez moi, tu perds tes 2 fils. À ce moment-là, Sarah comprend qu'elle est dans une situation, on va dire, inextricable, puisqu'elle est persuadée que Walaï serait capable de mettre ses menaces à exécution si elle poursuit sa plainte. Donc on va dire que les jours et les semaines qui suivent, elle n'insiste pas pour le dépôt de plainte. Cela dit, elle continue d'appeler Walaï pour le raisonner. Elle lui dit, s'il te plaît, rends-les-moi, s'il te plaît, dépose-les-moi au moins le week-end pour que mes parents les voient, s'il te plaît, laisse-moi venir les voir. Et à côté de ça, elle ne sait pas où vit son ex-mari, puisqu'entre-temps, il a déménagé dans la nouvelle maison qu'il a construite. Donc elle le supplie de lui rendre leur garçon, et il refuse. Ahmed est âgé de 11 ans, Moussa en a 6, ils savent que la situation est anormale bien sûr, ils ont conscience que leur père ne va pas les ramener chez leur mère, mais ils ne veulent pas rester chez lui et son épouse. Et au départ, ils ont manifesté leur désapprobation, ils ont clairement dit à leur père qu'ils voulaient rentrer chez leur mère. Ils refusaient par exemple de manger lorsque Adra les appelait à table, ils refusaient de lui obéir. Les petits pensaient que s'ils se montraient difficiles avec leur père et leur belle-mère, voilà, ils les renverraient chez Sarah. Mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, il leur a même clairement dit que dorénavant, Adra était leur mère et qu'ils devaient l'appeler maman. La belle-mère Adra, de son côté, pense que si ses 2 beaux-fils ne sont pas obéissants avec elle, c'est à cause de leur mère Sarah. S'ils refusent de l'appeler maman, par exemple, c'est à cause de leur mère Sarah. Et très rapidement, elle s'en prend à eux physiquement. Les sévices commencent dès l'entrée des garçons dans la maison de Walaï et de son épouse. Walaï s'absente parfois pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans le cadre de ses fonctions. Et Adra torture les 2 garçons avec tout ce qui lui passe sous la main. Des morceaux de bois, des outils, des ustensiles pour la cuisine. Tout ce qui peut servir à leur faire mal physiquement, elle s'en sert pour les frapper. Et elle les torture également sur le plan psychologique. Ahmed et Moussa sont 2 petits garçons qui sont très fusionnels. Ils s'adorent. Ce que fait Adra, c'est qu'elle les sépare. L'un des 2 dort dans une pièce, l'autre dans une autre pièce. Et au fil des mois, la situation s'empire. Les garçons doivent dormir dans les toilettes. Ils n'ont pas le droit de manger comme ils veulent. Elle les prive volontairement de certains aliments pour les différencier de ses enfants à elle. Son garçon et sa fille sont traités convenablement, elle se comporte comme une maman avec eux, tandis qu'elle torture les enfants de son mari. Là, beaucoup se demandent si Walaï est au courant de ce que sa femme fait subir à ses fils. La réponse c'est oui et non, dans le sens où, au départ, Adra attendait que Walaï s'absente pour le travail, lorsqu'elle voulait torturer les 2 garçons. Et quand je vous parle de torture, au départ, on est dans de la torture soft. Et vous comprendrez ensuite pourquoi je vous dis ça. Au fur et à mesure,
Walaï a bien vu que ses enfants portaient des traces de violence physique, des hématomes, des blessures, etc. Et Adra lui expliquait que si elle devait taper ses enfants, c'est parce qu'ils étaient difficiles avec elle. Il refusait de l'appeler maman, il refusait de lui obéir quand elle leur demandait de faire quelque chose. Donc, lorsque Walaï rentrait du travail, Adra lui demandait de corriger ses fils. Donc, il est arrivé que Walaï lui-même frappe ses fils pour les forcer à obéir à Adra. Mais à ce stade de l'histoire, on n'est pas encore dans les actes de torture et de barbarie que je vais vous expliquer ensuite. Au fil des semaines et des mois, Ahmed, l'aîné des deux garçons, finit par rentrer dans le rang pour être épargné par Adra, mais pas Moussa. Moussa, c'est le petit rebelle. Il est autonome, il est très actif et il refuse d'appeler Adra maman. Il refuse de lui obéir et dans sa tête d'enfant, il pense que sa maman, Sarah, viendra bientôt le récupérer pour le sauver. Mais ça n'arrive pas. En avril 2023, le directeur de l'école des garçons contacte Walaï pour qu'il se rende à l'école en urgence afin de lui parler d'une situation qu'il juge préoccupante. Depuis quelque temps, les enseignants et l'infirmière de l'école ont remarqué que Moussa était constamment recouvert de bleu quand il venait à l'école. Et dernièrement, il est même venu en classe avec des traces de brûlures à la main et des ecchymoses au visage. Walaï explique au directeur de l'école qu'il vient de rentrer d'une longue mission avec son travail, il n'a pas encore eu l'occasion de voir son fils, mais il promet qu'il va rentrer chez lui et qu'il va régler cette situation. Il va tirer tout ça au clair. Il rentre chez lui et là une dispute éclate avec Adra, puisqu'il lui demande qui a pu faire ça à son fils. Là, on parle de brûlures au niveau des mains et d'ecchymoses sur le visage. Il veut savoir si c'est elle qui a battu Moussa. Adra, qui est très en colère, explique à Walaï que d'une part, Moussa est un enfant hyperactif et qu'en tant que mère, elle a le droit de le corriger comme elle l'entend, et que d'autre part, toutes ces blessures qu'il voit sur le corps de Moussa, ce n'est pas elle qui les a faites. C'est certainement son frère Ahmed, vu que tous les deux n'arrêtent pas de se bagarrer. Et Adra lui aurait également dit que c'était un homme peu reconnaissant, dans la mesure où elle élève ses deux garçons, en plus de leurs deux enfants, et à côté de ça, il l'accuse sans même connaître le fin mot de l'histoire. Face aux arguments de son épouse, Walaï culpabilise. Il se dit que ces deux garçons sont peut-être très difficiles après tout. Oui, c'est vrai, Adra les frappe de temps à autre, lui-même a déjà corrigé ses fils, mais tous ces bleus, ces brûlures, il a beaucoup de mal à imaginer Adra en train d'infliger ça à son fils. Donc il se dit que, ouais, il l'a peut-être accusé sans preuve, donc il culpabilise. Et pour se faire pardonner, il accepte de céder le titre de propriété de sa maison à Adra. Cette partie de l'histoire est assez intéressante, puisque d'après le voisinage de la famille, Adra, c'est une femme qui est dominante dans le couple, celle qui commande, celle qui décide de tout pour tout. Et certains ont même émis l'hypothèse que Walaï était sous l'emprise de son épouse. Toujours est-il qu'après la convocation de l'école, Adra a de plus en plus de haine vis-à-vis du petit Moussa. C'est un garçon qu'elle n'aime pas. Elle l'aime pas parce qu'il refuse de l'appeler maman ou qu'il le fait avec difficulté. Elle ne l'aime pas parce qu'il réclame sans cesse sa vraie maman, Sarah. Et surtout, elle le déteste parce qu'il refuse qu'elle le domine. Et au fil des jours et des semaines, les violences s'intensifient. Moussa est battu quotidiennement par sa belle-mère. Elle utilise des louches ou des grattes d'eau, des morceaux de bois qu'elle récupère à l'extérieur pour le battre. Et Ahmed est témoin de tout ça, mais il ne peut rien faire, il est trop petit. La seule chose qu'il parvient à faire, c'est donner de la nourriture en cachette à son petit frère quand Adra dort et cacher les ustensiles qu'elle utilise. Quand elle frappe Moussa, comme je vous l'ai dit, elle utilise des louches, des grattes d'eau, etc. Ce que Ahmed fait, c'est que lorsque Adra dort, il les prend, il les cache derrière le frigo pour qu'elle ne les retrouve plus. Mais lui-même est terrifié par sa belle-mère. Il sait de quoi elle est capable et il a tellement peur d'elle qu'il n'ose parler à personne de ce qu'il se passe à la maison. Le 20 mai 2023, Adra décide d'aller bien au-delà de tout ce qu'elle avait fait jusque-là en termes de violence. Après une dispute avec Moussa, elle le saisit et elle le brûle avec des cigarettes un peu partout sur le corps. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle prend les mains du petit garçon et elle les pose de force sur les plaques de la gazinière. Moussa parvient à se sauver de chez lui, il court dans le quartier et il arrive devant chez un commerçant qui s'appelle Abou Falafel, c'est un restaurateur, et il rentre dans son restaurant pour lui demander de le protéger. Là, il lui explique ce qu'il s'est passé avec sa belle-mère. Adra, de son côté, appelle Walaï et elle lui dit que le petit Moussa s'est sauvé de la maison. Elle lui dit « Rentre, va récupérer ton fils, je sais pas où il est ». Walaï quitte son travail, il arrive chez lui, il fait le tour du quartier et finalement,
il retrouve son fils chez Abou Falafel. Et entre-temps, il y a des passants qui se sont rendus au restaurant, ainsi que les clients, et qui ont vu le petit Moussa blessé. Il y a même une vidéo de lui qui est tournée. Je pense pas que je pourrais vous l'insérer, mais dans cette vidéo, on voit le corps du petit qui est recouvert d'échymose et qui est quand même assez amaigri. Ça se voit qu'il est peu nourri à la maison et qu'il est torturé. Et là, Walaï lui explique que voilà, c'est son fils, qu'il veut le récupérer. Mais Abou Falafel lui dit qu'il ne repartira pas avec le petit Moussa. Il a appelé la police, il leur a demandé de venir en urgence parce qu'un petit garçon a été maltraité chez lui. Et il dit à Walaï que Moussa restera avec lui tant que la police n'est pas arrivée. Des agents de police arrivent très rapidement sur place et ils prennent avec eux le petit Moussa ainsi que Walaï et le restaurateur, Abou Falafel. Ils les conduisent au commissariat de police afin de les interroger pour comprendre toute cette histoire. Sur place, les policiers voient le corps de Moussa. Il est recouvert de bleu. Et les blessures qu'il a sont assez sérieuses. Il y a les traces de brûlure. Comme je vous l'ai dit, elle l'a brûlé sur les plaques de la gazinière, des bleus, des griffures. Et il y a également des morsures faites par sa belle-mère. Là, clairement, il a été torturé, le petit Moussa. Les agents de police le prennent en photo. Ils tournent également une vidéo qui est reversée au dossier et ils interrogent Walaï. Ils lui demandent ce qu'il s'est passé avec ce petit garçon. Et Walaï leur répond qu'il n'en sait rien. Il était au travail. Sa femme l'a appelé pour lui expliquer que le petit avait fugué. Il est parti du travail et il a cherché son fils. Et finalement, il l'a trouvé chez le restaurateur. Mais il n'en sait pas plus. Adra est à son tour interpellée. Elle est conduite au commissariat. Elle est interrogée. Et là, elle explique qu'en fait, Moussa a été battu par son grand frère Ahmed. Toutes les blessures qu'il a sur le corps ont été provoquées par Ahmed. Bon, les agents de police sont pas dupes parce que c'est pas possible en fait. Le type de blessure que Moussa a, ça ne peut pas avoir été fait par un enfant de 11 ans. Ahmed n'a que 11 ans. Là, on parle de morsures, de brûlures, d'échymoses sur l'intégralité du corps. Ils savent pertinemment que ce n'est pas Ahmed qui a frappé son petit frère. Là, vous vous dites certainement, bon bah, très bien, Moussa va être retiré de la garde de son père et rendu à sa maman. Eh bien, absolument pas. Moussa est rendu à son père et à sa belle-mère, mais Walaï et Adra doivent signer un ordre de protection en faveur d'un mineur. C'est un document légal qui engage les parents ou les tuteurs d'un enfant à le protéger contre toute violence physique future. Dans le cas contraire, la garde leur est retirée. Donc, Walaï et Adra repartent avec Moussa en direction de chez eux. C'est à ce moment précis que le petit Moussa aurait pu être sauvé. Le 20 juin 2023, soit un mois jour pour jour après l'épisode du commissariat, Adra décide que Moussa doit être puni. Il est aux alentours de 22 h lorsqu'elle traîne Moussa dans la cuisine et elle le pose sur une chaise devant la table. Devant Moussa, il y a un sachet d'1 kilo de sel et à côté, un couteau en évidence. La punition est la suivante. Moussa doit manger le kilo de sel. Sinon, Adra le punira avec le couteau. Moussa s'exécute, il commence à ingurgiter du sel. C'est très douloureux, il n'en peut plus, mais le couteau le terrifie. Il continue d'avaler et pour ajouter à la souffrance, Adra saisit du sel qu'elle lui met dans les yeux. Moussa pleure, il tente de se sauver, il supplie à Adra de le laisser partir, mais sa belle-mère refuse. Elle veut qu'il mange tout jusqu'au dernier morceau de sel. Elle lui répète que s'il vomit, elle le tuera. Moussa parvient à ingurgiter la quasi-totalité du sel. Il vomit, il a du mal à respirer, mais il est forcé de continuer. Après quoi, Adra le saisit à la gorge et elle l'étrangle jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Puis elle le jette au sol dans la cuisine et elle part se coucher. Ahmed a été témoin de toute la scène, terrifié à l'idée de ce que pourrait lui faire sa belle-mère. Et lorsqu'elle est montée se coucher, il a tenté de réveiller son frère. Sans succès. Le lendemain matin, Adra se réveille tôt. Comme d'habitude, elle rentre dans la cuisine pour préparer le petit déjeuner à ses enfants. Et elle voit que le petit Moussa est allongé au sol. Il ne bouge pas, mais ça ne semble pas la déranger. Elle sort ses ustensiles et elle commence à préparer à manger. Vers 11 h, Ahmed fait remarquer à sa belle-mère que Moussa ne réagit pas. Il ne respire plus, il pense que son petit frère est mort. Mais Adra lui dit qu'il fait semblant. Et pour lui prouver que Moussa fait semblant, elle se dirige vers le petit corps et elle lui met des coups de pied. Mais Moussa ne réagit pas. Et ça ne semble pas déranger Adra plus que ça. Elle repart de la cuisine.
Bon, aussi surréaliste que ça puisse paraître, la matinée se passe de cette façon, hein. C'est-à-dire qu'Ahmed est dans la cuisine avec son petit frère, il tente de le réveiller, il reste près de lui, tandis que Adra fait des allers-retours entre la cuisine et le salon pour servir le petit déjeuner à ses enfants, puis débarrasser, et à chaque fois elle passe à côté du corps de Moussa, mais elle ne réagit pas, elle s'en fout. Vers 15 h, Ahmed, qui entre-temps était sorti de la cuisine, retourne dans la cuisine pour voir son frère, et là, il remarque qu'il est recouvert de mouches et d'insectes. Ahmed ne sait pas ce que ça signifie, bien sûr, hein. Il est beaucoup trop jeune pour comprendre. Mais lorsque la température du corps baisse après la mort, les insectes viennent pondre leurs œufs sur le corps. L'organisme humain, une fois mort, constitue une énorme réserve en nutriments. Donc Ahmed interpelle encore une fois sa belle-mère. Il la supplie de venir voir Moussa. Et là encore, d'après Adra, Moussa fait semblant. Elle vient le voir malgré tout, et c'est là qu'elle remarque à son tour tous les insectes qui recouvrent le corps de son beau-fils. Ce qu'elle fait, plutôt que d'appeler une ambulance, c'est d'appeler Walaï à son travail, et elle lui demande de venir de toute urgence à la maison, en lui expliquant que Moussa a mangé beaucoup de sel, et qu'à présent il va très mal. Walaï arrive chez lui vers 17 h, et lorsqu'il pénètre à l'intérieur de la maison, il voit ses deux plus jeunes enfants qui sont devant la télé. Adra est assise sur les escaliers, elle est imperturbable et elle est froide, et Ahmed est un peu plus loin et il semble complètement traumatisé. Et il demande à Adra où se trouve son fils. Elle lui dit qu'il est dans la cuisine. Voilà, il se précipite dans la cuisine et c'est là qu'il découvre le petit Moussa recouvert d'insectes. Et il remarque tout de suite qu'il est mort. Il retourne voir Adra et lui demande ce qu'il s'est passé. Il lui dit « Mais qu'est-ce que t'as fait à mon fils? Pourquoi est-ce qu'il est dans cet état ?» Adra lui répond « Va enterrer ton fils et fous-moi la paix. » Walaï appelle son cousin qui habite pas très loin de chez lui et lui dit « Viens chez moi s'il te plaît, il se passe quelque chose, je sais pas quoi faire, viens à la maison. » Son cousin arrive et lorsqu'il rentre dans la cuisine et qu'il voit le petit Moussa mort, il n'hésite pas une seule seconde et il appelle la police. Alors, lorsque le cousin de Walaï a appelé la police, Adra a tenté de l'en dissuader. Elle lui a dit « Non, non, appelle pas la police, ça ne sert à rien, etc. » Et c'est là qu'elle aurait expliqué à Walaï que c'est Ahmed qui a tué Moussa. Ahmed. Lorsque les policiers arrivent sur place, c'est également la version qu'elle leur fournit. C'est Ahmed qui a tué son petit frère. Cela dit, les agents de police remarquent tout de suite qu'il y a des blessures assez étranges sur le corps de Moussa. Encore une fois, je ne pourrais pas vous montrer les photos. Allez les voir sur Internet si vous pensez avoir le cœur bien accroché, parce que vraiment, c'est dégueulasse, mais c'est pour vous rendre compte du type de blessure qu'il avait. Et les agents de police se rendent compte que les blessures qu'il a sont beaucoup trop sérieuses pour que ce soit dû à une bagarre avec un garçon de 11 ans. Il a entre autres une grosse blessure au niveau de la tête, c'est un trou qui est quand même assez visible et qui les convainc que ça ne peut pas venir du petit Ahmed. C'est impossible. Toujours est-il que le corps du petit Moussa est photographié, puis il est conduit à l'hôpital pour y être autopsié. Et en parallèle, la famille est conduite au commissariat de police afin d'être interrogée. Alors il y a tout d'abord Walaï, le père de famille. Il déclare qu'il n'était pas chez lui au moment des faits. C'est sa femme qui s'occupe des enfants quand il est au travail, donc il ne sait pas ce qu'il s'est passé. Et il ajoute que ses fils ont eu énormément de mal à s'adapter à leur nouvelle vie chez lui et son épouse. Adra est interrogée à son tour. Et dès le départ, elle est sur la défensive. Le coupable, c'est le petit Ahmed. C'est lui qui a torturé et tué son petit frère. Ahmed est interrogé, il est complètement dévasté. Et pourtant, il confirme que c'est bien lui qui a torturé Moussa. Il lui a fait manger du sel de force et il l'a ensuite étranglé. Les agents de police écoutent les aveux d'Ahmed, mais pour eux, ça ne tient pas la route. Les traces de strangulation sur Moussa ressemblent à des empreintes de mains d'adultes, pas à des mains d'enfants. Les enquêteurs pensent qu'Ahmed a été forcé de faire ses aveux par l'un des deux parents, celui qui est coupable. Mais ils ne savent pas lequel des deux est responsable de la mort de Moussa. Ils vérifient l'alibi de Walaï et il s'avère qu'il était en mission professionnelle depuis plusieurs jours. Donc le calcul est rapidement fait. Adra est une nouvelle fois interrogée et là, elle passe aux aveux. Mais pour sa défense, Moussa était un enfant difficile qui lui a fait vivre l'enfer sur terre. Il était rebelle. Il n'écoutait pas quand elle lui parlait. Il ne suivait pas les consignes de la maison. Elle décrit Moussa comme un enfant gâté qui n'a reçu aucune éducation. Au départ, elle ne voulait même pas des fils de son mari à la maison. C'est de la faute de Walaï après tout. Et aussi celle de Moussa. La preuve, Ahmed n'a pas autant été maltraité que son frère. C'est parce qu'il se comportait bien.
Le 22 juin, Hadra est mise en examen pour meurtre avec préméditation. Elle est soumise à une expertise psychiatrique et on ne décèle aucune pathologie mentale chez elle. Elle était donc responsable de ses actes au moment du passage à l'acte. Certains d'entre vous se demandent probablement comment Sarah et sa famille ont vécu ce drame. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils l'ont su en regardant les informations à la télé. Ils n'étaient pas au courant de tout ce que subissait Moussa chez Walaï et sa femme. Sarah était au courant à l'époque que Hadra frappait parfois ses fils, mais elle n'était pas au courant qu'il était question d'actes de torture et de barbarie. Ça a été une grosse tragédie pour cette famille. Et rappelons quand même que Sarah avait préféré laisser ses 2 fils chez leur père par crainte qu'il ne les tue pour la punir. L'affaire est relayée par la presse, elle est relayée par les réseaux sociaux et les photos du petit Moussa sont rendues publiques. Et là, le peuple réclame la peine capitale pour Hadra. Walaï n'est pas non plus épargné, il est aussi pointé du doigt comme étant l'un des responsables de la mort de son fils. Et pour rajouter à la colère populaire, le médecin légiste rend son rapport et ce qu'il déclare, c'est que Moussa est mort du syndrome de l'enfant battu. C'est-à-dire qu'il a tellement été frappé les jours qui ont précédé son décès qu'il a fini par en mourir avec l'épisode du sel. Et ça rajoute à l'horreur. Mais ça change tout à l'histoire. Jusque-là, Hadra était mise en examen pour meurtre avec préméditation. Mais là, il n'est plus question de meurtre. Il est question de coups et blessures ayant entraîné la mort. Et dans ces cas-là, la peine maximale, c'est 15 ans de prison. Il y a un autre point sur lequel j'aimerais rebondir parce que j'ai trouvé que ce point était assez pertinent. C'est que lorsque l'affaire a éclaté, Walaï a été interrogé par des journalistes. Beaucoup l'ont pointé du doigt en disant que c'était de sa faute si son fils était mort, puisque c'est sa femme qui l'a tué, c'est lui qui a enlevé ses enfants de chez leur mère, là où ils étaient en sécurité, donc quelque part, il est au moins à moitié responsable de la mort de Moussa. Et Walaï a réagi, et il a dit qu'en fait, ses enfants ne vivaient pas chez Sarah quand il les a récupérés. Ils vivaient chez ses parents à lui, parce que Sarah les avait abandonnés. Donc, il devait récupérer ses fils, il ne pouvait pas les laisser comme ça indéfiniment chez ses parents. Ce point a été démenti par plusieurs témoins, dont Ahmed, le fils rescapé. Lui et son petit frère vivaient bien avec leur mère avant que leur père ne les enlève. Et de toute façon, la procédure de divorce l'a clairement démontré. Sarah avait renoncé à tous ses droits, sauf à celui de garder ses fils. Donc c'est qu'il vivait avec elle. Bon, en fait, l'objectif de Walaï en déclarant ça, ces mensonges, c'est tout simplement de chercher en fait à atténuer sa responsabilité dans la mort de son fils. En gros, il veut se faire passer pour une victime. Regardez, j'ai été victime de ma première épouse qui a abandonné nos fils. J'ai ensuite été victime de ma seconde épouse qui les a maltraités. Il est lui-même poursuivi en justice concernant l'ordre de protection qu'il avait signé en faveur de Moussa, puisque Moussa a été tué. Et il y a également une enquête qui est ouverte pour savoir s'il a été complice des actes de Hadra. Donc à ce jour, la procédure est toujours en cours le concernant. Le procès de Hadra el-Janabi s'ouvre le 26 août 2023 à Bagdad, soit tout récemment. Et parmi les témoins, il y a bien évidemment son époux Walaï, ainsi qu'Ahmed, Sarah, les voisins, toutes les personnes qui ont pu assister de près ou de loin au supplice de Moussa. Walaï témoigne et il ne charge pas vraiment son épouse. Lui déclare qu'il travaille énormément, donc il ne sait pas vraiment ce qu'il se passait quand il n'était pas là. Les voisins, en revanche, dépeignent Hadra comme une femme froide et autoritaire. C'est elle qui dirigeait le foyer. Et étonnamment, quand Ahmed vient témoigner, il prend la défense de sa belle-mère. Si Hadra a donné du sel à Moussa le 20 juin, c'est parce qu'il avait fait une chute de tension. D'après le juge, Ahmed a été influencé par sa famille paternelle. Il a fait ses déclarations pour, on va dire, atténuer la responsabilité de Hadra, pour sauver également peut-être la réputation de Walaï, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, c'est sûr et certain qu'il a été influencé par sa famille paternelle. Cette histoire de chute de tension n'a ni queue, ni tête. Vraiment, s'il fallait démonter un tel argument, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Quand on a vu les photos du petit Moussa, on sait pertinemment qu'il n'y a pas d'histoire de chute de tension ou de dérèglement hormonal ou de je ne sais quoi. Il a été torturé. Point. À l'issue de son procès, Hadra el-Janabi est reconnue coupable et elle est condamnée à 15 ans de prison. Bon, c'est pas une surprise, on savait qu'elle serait reconnue coupable, mais le peuple réclamait la peine capitale qui est toujours en vigueur en Irak, pour info. Les avocats de Hadra ont fait savoir qu'ils comptaient saisir la Cour de cassation, donc on aura quelques news dans les semaines ou les mois à venir, mais il y a très peu de chances,
qu'elle soit acquittée ou qu'on déclare que finalement elle n'était pas responsable de ses actes. Il y a très peu de chances parce que l'affaire a énormément secoué le pays. Elle a tellement secoué le pays qu'il y a eu plusieurs associations qui luttent contre les violences faites aux enfants qui sont parvenues à faire bouger les choses au niveau du gouvernement irakien. Je pense que dans les mois à venir, il va y avoir de nouvelles lois qui vont être promulguées dans ce sens. En gros, ce qu'ils réclament, c'est que dorénavant, dans les écoles, il y ait un suivi pour tous les enfants, à savoir que les enfants sont régulièrement interrogés pour savoir s'ils sont battus chez eux, si ils présentent des traces de violences physiques, afin de cibler les enfants qui sont victimes de violences à la maison. Donc dans la mesure où cette affaire a pris autant d'importance dans le pays, il y a très peu de chances que la demande de Adra auprès de la Cour de cassation aboutisse. Moi je pense qu'il y a même littéralement 0 chance. Voilà tout pour l'histoire du petit Moussa Walay Mohsin. Cet enfant de 7 ans, enlevé à sa mère puis torturé à mort par celle qu'il devait considérer comme sa nouvelle maman, une nuit d'été 2023. Bon, et bien, si vous en êtes à cette partie, j'en suis très contente parce que cette histoire, vraiment, elle m'a brisé le cœur. Vous savez, elle m'a fait penser à l'affaire Marina Sabatier. C'est une affaire que j'ai faite il y a, je crois, 2 ans et demi, 3 ans, et qui avait vraiment fait beaucoup de peine à ceux qui l'avaient vue, cette petite fille massacrée, torturée par ses parents. Bon, là, c'est par sa belle-mère en l'occurrence, mais franchement, c'est incompréhensible. Et les photos du petit Moussa, mais quand je vous dis que ça fait mal au cœur, comment on peut faire ça à un enfant? C'est un truc de ouf. Vraiment, j'étais dans le même état d'esprit que pour l'affaire de la petite Marina Sabatier. J'étais là, mon poing, il était serré, j'avais envie de patater des gens. Vraiment, on se dit comment on peut faire ça à un être aussi vulnérable. Il faut vraiment être une pourriture pour s'en prendre comme ça à un enfant. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Donc, j'attends vos retours, Après, je sais que ce genre d'affaires, généralement, ça fait mal au cœur, ça vous laisse pas indifférent, mais je trouve que c'est important de faire ce type d'affaires pour rester en alerte. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est pas que c'est des piqûres de rappel, mais c'est bien en fait de mettre en avant des histoires où des enfants ont été torturés de la sorte, déjà pour ne pas qu'on les oublie, ces enfants, et puis pour que c'est pas que genre on va faire plus attention à l'avenir, mais si ça peut faire en sorte qu'on soit plus vigilant, qu'on soit plus vigilant, qu'on fasse plus attention à ce qu'il se passe chez nos voisins, par exemple. Moi, je suis pour, parce que dans le cas de la petite Marina Sabatier, les voisins étaient au courant, les amis de ses parents étaient au courant, et personne l'a sauvée, cet enfant. La seule personne qui avait essayé de la sauver à l'époque, c'était la maîtresse. Bon, là, dans l'affaire du petit Moussa, c'est pareil. Je pense qu'il y avait pas mal de personnes dans le voisinage qui étaient au courant. Alors, bon, il faut quand même souligner un point. Les voisins ont essayé de sauver, enfin les voisins, ceux qui l'ont recueilli la première fois, vous savez, le restaurateur et les passants, tout ça, eux ont essayé de sauver le petit garçon. À l'école, ils ont convoqué Walay parce que voilà, il fallait sauver le petit garçon. Et la police a mal fait son taf. La police a mal fait son travail et ça me dépasse, j'arrive pas à comprendre. Est-ce que c'est parce que Walay faisait partie du même corps de métier qu'eux? C'est fort probable. Souvent, il y a de la complaisance, vous savez, entre collègues, tout ça, on laisse passer. Et au final, le petit garçon aurait pu être sauvé et il n'a pas été sauvé. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai plus de batterie. Mais je suis contente parce que j'ai récupéré ma voix. En fait, c'est bizarre, au début, j'avais pas de voix. Et là, à force d'avoir parlé, j'ai de nouveau de la voix. Bon, c'est peut-être ce qu'il fallait faire, finalement, parler pour retrouver ma voix. N'hésitez pas à me mettre tout ce que vous avez pensé de cette histoire en barre des commentaires. J'ai tellement hâte de lire tous vos avis. Et ce que je vous propose, c'est que si cette affaire vous a intéressé, à défaut de vous avoir plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sous la vidéo, mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner, c'est encore mieux. Je vous dis à très bientôt.